Bonjour à toutes et à tous. Je reviens vers vous avec une nouvelle capsule vidéo qui va traiter du prochain chapitre de chimie que nous allons voir ensemble, ce qui va nous permettre d'avancer et, dès qu'on se retrouve en présentiel, de pouvoir effectuer les TP sur le sujet. Et ce nouveau chapitre de chimie va parler des titrages, donc chapitre 5, les titrages. Qu'est-ce que c'est qu'un titrage? Donc, première définition, réaliser un titrage, ce qu'on appelle aussi en chimie un dosage, c'est déterminer avec la plus grande précision possible la concentration d'une espèce chimique dissoute en solution. Les titrages sont très souvent utilisés dans le domaine de l'agroalimentaire, de la pharmaceutique par exemple, afin de déterminer la concentration ou la masse ou la quantité de matière d'une espèce chimique dans une solution. Par exemple, on peut titrer l'aspirine pour vérifier que dans un comprimé d'aspirine, il y a bien les 500 mg notés sur le paquet. Ou on peut titrer la quantité de sucre qu'il y a dans une solution, dans un liquide, ou la quantité d'acide lactique qu'il y a dans un lait pour voir s'il est frais ou périmé. Donc, les titrages sont très utilisés dans le domaine de la chimie. Voyons maintenant un petit peu de vocabulaire de base en rapport avec les titrages. Dans un premier temps, on utilise ce qu'on appelle la solution titrée. C'est la solution qu'on veut analyser, dont on veut déterminer la concentration, la masse ou la quantité de matière. Donc on appelle solution atitrée ou solution titrée. Pour réaliser un titrage, il nous faut une solution titrée et ce qu'on appelle une solution titrante. Donc, l'espèce que l'on recherche dans la solution titrée va pouvoir réagir avec une espèce de la solution titrante. Cette solution titrante, on connaît parfaitement sa concentration molaire, en mol par litre, ce qui va nous permettre ensuite d'effectuer les calculs que nous verrons par la suite. Et donc, entre ces deux solutions, la titrée et la titrante, se produit une réaction chimique qui va être la réaction support du titrage. Cette réaction chimique, quand on la choisit, il faut qu'elle soit totale et rapide. Ce sont deux conditions importantes pour réaliser un titrage. Voyons maintenant le schéma qu'il faudra connaître par cœur, le schéma général d'un titrage. Lorsqu'on réalise un titrage, nous avons besoin de cette grande verrerie longue qui s'appelle une burette graduée. En général, au lycée, nous avons des burettes graduées de 25 ml. Donc la burette se remplit par le haut, on verra tout à l'heure, et ici, il y a un robinet qu'il faudra ouvrir doucement pour laisser couler petit à petit la solution titrante. Une potence qui permet de maintenir la burette. Ici, en dessous, nous avons en général un Erlenmeyer ou parfois un Becher. L'avantage de l'Erlenmeyer, c'est que comme son col est rétréci, ça évite d'éventuelles projections quand les gouttes tombent dans la solution. Dans cet Erlenmeyer, nous mettons ce qu'on appelle un barreau aimanté. Ça ressemble à un petit tic-tac blanc. Et ce barreau aimanté va être régulé par un agitateur magnétique qu'on mettra en dessous, ce qui permettra au barreau aimanté de tourner et ainsi d'agiter régulièrement la solution. Nous mettrons dans la burette graduée la solution titrante, dont on connaît précisément la concentration, et dans l'Erlenmeyer, nous mettrons la solution titrée, dont nous ne connaissons pas la concentration, puisque c'est ce qu'on recherche en général, mais par contre, on en prélèvera un volume très précis avec une pipette jaugée, et donc on connaîtra le volume ici, et on connaîtra la concentration de la solution titrante. Que se passe-t-il en termes de quantité de matière au cours d'un titrage? Alors, regardons un petit peu ce graphique qui montre l'évolution des quantités de matière au fur et à mesure du titrage, et je vais développer petit à petit ce qui se passe et expliquer la forme de ces courbes. Dans un premier temps, au tout début du titrage, donc quand je me situe ici,
avec un volume versé de 0, le réactif titré est présent dans l'Erlenmeyer ou dans le bécher. Donc sa quantité de matière est maximale. Par contre, comme on n'a pas commencé, on est à volume égal 0 ici de solution titrante versée, forcément, dans l'Erlenmeyer, il n'y a pas de réactif titrant. La réaction n'a pas commencé. Donc il n'y a que le réactif titré qui est au maximum, et tout le reste est à une quantité de matière nulle, à 0, on n'a pas commencé. Petit à petit, on va ajouter le réactif titrant, on va laisser couler de la burette graduée une certaine quantité de réactif titrant qui va instantanément réagir avec le réactif titré, puisque le réactif titré, il est en quantité maximum, donc il est en excès. Le réactif titrant est donc le limitant, et on voit ici que la quantité de réactif titré diminue, puisqu'il va être consommé par le titrant. Par contre, le titrant, il est instantanément consommé, on n'en met pas assez. Donc finalement, dès qu'il tombe dans l'Erlenmeyer, qu'il est en contact avec le titré, la réaction se produit, et à ce moment-là, le réactif titrant, sa quantité est toujours nulle. Elle n'évolue pas puisqu'il réagit tout de suite. Et on voit que les produits de la réaction support du titrage, leur quantité augmente petit à petit aussi, puisqu'ils apparaissent, la réaction a lieu. Et puis à un moment donné, on aura ajouté exactement autant de réactifs titrants, en termes de quantité de matière, pas de volume, de quantité de matière, on aura ajouté autant en quantité de matière de titrants que de titrés. Et à ce moment-là, le réactif titré aura été totalement consommé par le titrant qu'on a ajouté, et le titrant aura été totalement consommé. À ce moment-là, on est dans les proportions stoichiométriques. Il n'y a pas de réactif limitant, les deux sont limitants, les deux ont une quantité de matière nulle. Ce moment-là, et on verra ça juste après, ce moment-là s'appelle l'équivalence d'un titrage. C'est ce moment que l'on recherche quand on fait le titrage. Et puis, la quantité de matière de produit est au maximum, puisque la réaction a été jusqu'à son terme. Et puis si on continue, on continue d'ajouter le réactif titrant, mais comme il n'y a plus de titré, la réaction support du titrage ne se fait plus, et à ce moment-là, le réactif titré, lui, est toujours en quantité nulle, puisqu'il a été totalement consommé, on n'en rajoute pas. Par contre, on rajoute petit à petit du réactif titrant, dont la quantité de matière augmente au fur et à mesure. Et on voit que les produits, comme il n'y a plus de réaction support du titrage, la quantité de matière de produit reste constante une fois l'équivalence dépassée. Voilà pour les explications de l'évolution des quantités de matière et ce qu'il se passe au cours du titrage. Voyons maintenant une petite animation qui vous explique les gestes à effectuer au cours du titrage, qu'on reverra bien sûr en détail quand on fera le TP. Alors, dans un premier temps, il faut préparer la burette. Vous ne savez pas ce qui a été utilisé au préalable dans cette burette, donc il faut la rincer. On la rince dans un premier temps avec de l'eau distillée, puis avec la solution titrante qu'on verse abondamment pour rincer vraiment bien toutes les parois de la burette. Alors, pour cela, il faut bien faire attention ici d'avoir le robinet ouvert pour que le liquide s'écoule, mais aussi de mettre un bécher poubelle en dessous pour récupérer la solution. Ça paraît logique, mais vous verrez que parfois on oublie. Donc il ne faut pas oublier, on met bien un bécher poubelle en dessous, on ouvre le robinet et on rince correctement la burette, d'abord à l'eau, puis avec la solution titrante qu'on mettra dedans. Ensuite, une fois qu'on a fait cette manipulation, on remplit la burette, donc on ferme le robinet, et on remplit la burette jusqu'au zéro. Tout comme une verrerie jaugée, ici on a une graduation, donc le zéro se remplit avec le ménisque, le bas du ménisque, qui frôle la graduation 0, ici. Donc on a rempli la burette en haut de cette manière-là, et il faut aussi faire attention en bas, à ce qu'il n'y ait pas de bulle d'air, ici. S'il y a une bulle d'air, vous appelez le professeur pour qu'il l'évacue, et puis petit à petit vous apprendrez à le faire de vous-même.
C'est important qu'il n'y ait pas de bulle d'air ici, puisque ça peut fausser complètement la mesure et la lecture au niveau des graduations. Ça crée une différence au niveau des volumes. Donc, on vérifie bien le 0 en haut, pas de bulle d'air en bas. Et puis ensuite, une fois que la burette est prête, on prépare la solution que l'on veut titrer. Pour cela, on prélève un volume précis de la solution à titrer, on la prélève avec une pipette jaugée précisément, on met le barreau aimanté dans la solution. Parfois, on ajoute ce qu'on appelle un indicateur coloré. Ça sera le cas l'année prochaine, plutôt en terminale. Nous, cette année, après l'équivalence, les réactifs il y aura un changement de couleur qui sera dû à la couleur des réactifs et des produits. Donc, on n'aura pas d'indicateur coloré. On met l'ensemble, on place l'ensemble sur l'agitateur magnétique, le barreau aimanté se met à tourner, puis on verse millilitre par millilitre en général, voire goutte à goutte, le réactif titrant à l'intérieur de l'Erlenmeyer, jusqu'à observer un changement de couleur. Ce changement de couleur s'effectue à un moment bien précis, c'est l'équivalence, et on repère à ce moment-là le volume qu'on appellera VEC ou VE, qui sera le volume à l'équivalence qui nous servira dans les calculs que l'on va voir maintenant, puisqu'on va parler de l'équivalence, qui est vraiment ce qu'on recherche dans un titrage. Tout ce qu'il y a avant, c'est la préparation, la compréhension de la réaction, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce moment, l'équivalence. Et vous devrez connaître la définition de l'équivalence, que ce soit pour cette année ou pour l'année prochaine en terminale, par cœur. Il ne faut pas inventer, il ne faut pas mettre un mot par-ci, par-là. C'est une définition qu'il faut connaître par cœur, sur le bout des doigts. Je vous la lis une première fois. À l'équivalence d'un titrage, les réactifs titrants et titrés ont été introduits dans les proportions stoichiométriques de l'équation de la réaction support. Alors, il y a des mots qu'on peut éventuellement ôter dans cette définition, mais le sens doit être toujours là. Proportion stoichiométrique pour les réactifs titrants et titrés à l'équivalence. Et ce n'est valable qu'à l'équivalence du titrage, évidemment. Donc, ça veut dire que si ils ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, au moment de l'équivalence, les deux réactifs ont été totalement consommés. On peut aussi dire que l'équivalence d'un titrage, c'est le moment où il y a changement de réactif limitant. Juste avant l'équivalence, le réactif limitant, celui dont les proportions sont trop faibles, c'est le réactif titrant, celui qui vient de la burette. Après l'équivalence, celui qui limite la réaction, puisqu'il n'y en a plus, c'est le réactif titré. Donc l'équivalence, c'est vraiment le moment charnière où on change de réactif limitant. Comment repère-t-on l'équivalence? Alors, je l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. L'équivalence se repère en général, pour nous cette année, par un changement de couleur du milieu réactionnel. Cette année, ça ne sera que ça. Mais on peut repérer l'équivalence avec d'autres méthodes que vous verrez en terminale l'année prochaine. Ces autres méthodes, par exemple pour un titrage pH métrique, c'est d'utiliser un pH mètre et de tracer une courbe. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle un conductimètre pour mesurer la conductivité d'une solution et tracer une courbe aussi. Et l'équivalence est repérable sur le tracé de cette courbe. Je vous en reparlerai l'année prochaine en terminale. Pour l'instant, nous, ce sera juste un changement de couleur du milieu réactionnel, ce qui signifie forcément qu'il y a une couleur différente d'un réactif et d'un produit. On verra dans les TP et dans les exercices. Quand on fait la manipulation, quand on fait un exercice, ce qui est important, c'est de repérer le volume que l'on a versé à l'équivalence, qu'on notera VEC ou VE. Pourquoi c'est important? Eh bien, on va le voir maintenant. Parce qu'on a ce qu'on appelle une relation à l'équivalence, qui ne sera valable qu'à l'équivalence, donc il faudra bien préciser systématiquement à l'équivalence on a, puisque ça ne marche qu'à ce moment-là. Alors, prenons un exemple général, soit un réactif titré qu'on appellera grand A et le réactif titrant qui sera grand B.
et on a pris une réaction support du titrage quelconque, que l'on note petit a grand A plus petit b grand B donne petit c grand C plus petit d grand D. Grand A, grand B, grand C, grand D sont des formules chimiques, des espèces chimiques. Petit a, petit b, petit c et petit d sont les coefficients stoichiométriques attribués suivant la réaction support du titrage. Et donc à l'équivalence, comme nous sommes dans les proportions stoichiométriques, on va pouvoir écrire que la quantité de matière initiale de A sur son coefficient stoichiométrique est égale à la quantité de matière de B à l'équivalence divisée par son coefficient stoichiométrique. On va pouvoir ainsi écrire cette relation, ce qui va en général nous mener vers cette relation-là, puisque la quantité de matière petit n est égale à concentration molaire fois volume, n égale C fois V. Donc on peut écrire que N0 de A, c'est Ca fois Va, divisé par petit a, le coefficient stoichiométrique attribué à l'espèce A, qui va donc être égal à Cb fois le volume équivalent, puisque nous sommes à l'équivalence, divisé par le coefficient stoichiométrique attribué à l'espèce chimique B. Comme en général, nous avons prélevé un volume précis de solution à titrer avec une pipette jaugée. En général, on connaît Va. On connaît la concentration molaire de la solution titrante, puisque c'est une des conditions pour pouvoir réaliser un bon titrage. Et puis, grâce à la manipulation, on connaît le volume à l'équivalence. Donc on connaît Va, Cb, Ve. On peut donc calculer la concentration molaire de l'espèce A. Et une fois qu'on a cette concentration molaire, on peut retomber sur la quantité de matière de cette espèce, puis, si on veut aller plus loin, ou si on nous le demande, en fonction de ce qu'on nous demande, on peut donc en déduire la masse de cette espèce présente dans l'échantillon prélevé. Puisque si on a C, on peut avoir N, et si on a N, grâce à petit m sur grand M, on peut obtenir la masse de l'espèce A dans l'échantillon. Donc voilà tout l'intérêt du titrage, c'est d'aboutir à soit une concentration, une quantité de matière ou une masse d'une espèce chimique présente dans une solution. Nous verrons donc plus précisément cela en TP quand on se retrouve. N'oubliez pas de prendre votre blouse et on se voit en visio bientôt pour que je réponde à vos questions et qu'on corrige ensemble quelques exercices. Bonne fin de vacances à tous, au revoir.